Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le thème des mythes dans l'apprentissage et plus particulièrement sur les croyances que l'on peut avoir sur l'apprendre. Donc en fait cette petite vidéo a pour objectif de faire un peu de ménage sur les croyances que l'on porte, que l'on peut porter à nos apprenants. Donc le premier point que je souhaite aborder avec vous concerne la croyance que pour apprendre, il faut souffrir. Que apprendre, c'est souffrir. Et que souffrir permet de réussir. Donc cette première croyance, elle s'explique principalement par notre héritage judéo-chrétien qui perdure au-delà de la sphère scolaire, c'est-à-dire que même dans le milieu professionnel, pour être bien dans son travail, il faut souffrir et non pas s'épanouir. Donc c'est une problématique qui perdure. Alors que dans le milieu d'apprentissage, c'est plus l'inverse qui se produit, que plus on est épanoui dans ce qu'on apprend et qu'on aime ce qu'on apprend, et plus l'enfant réussit. Du coup, j'appuie cet argument par les recherches en neuropsychologie et neuroscientifique qui prouvent le cas contraire. Et j'aime souvent citer tout particulièrement l'expérience faite par Robert Rosenthal, communément connu sous l'effet Pygmalion, qui montre à partir d'une expérience qui a été réalisée à la base sur des rats, et puis par la suite à l'école de Wax School à San Francisco, où il a montré qu'en fait, il y a une différence d'effet et de résultat quand l'enseignant pense que l'enfant a de bonnes chances de réussir, que l'enfant est doué, que tout se passe bien, que tout ira bien pour lui, parce qu'il a le QI, ou il a les compétences, ou il est doué. Donc en fait, on prédispose, on conditionne l'enfant par ses aptitudes, parce qu'on pense déjà de lui. Et on l'encourage dans cette réussite si on pense d'emblée que cet enfant, il est doué pour ci ou pour ça. Donc, ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Donc ça, c'est cette première croyance qui s'oppose avec le fait que pour apprendre, il faut souffrir. Parce que ça vient contredire l'idée que si on pense que l'enfant il peut réussir, il réussira. La deuxième croyance et le deuxième mythe qu'on peut avoir, c'est que la réussite est héréditaire, où on est doué ou on n'est pas. Donc là, moi, quand je rencontre des familles pour qui l'enfant a certaines difficultés, alors tout de suite, il y a une comparaison, soit à la mère, au père, parfois au grand-père, à l'oncle, il est comme ci, il est comme ça, donc s'il n'est pas bon en maths, c'est parce que malheureusement, moi aussi, je n'étais pas bonne en maths, donc lui aussi, le pauvre, il n'est pas bon en maths. Donc ça peut être positif dans le sens où s'il est doué et qu'on renvoie ça au papa, ça va l'encourager inconsciemment. Mais quand c'est négatif, on met l'enfant dans une case et il ne peut pas en sortir. C'est-à-dire qu'aux premières difficultés, au lieu de dire persévère, continue, ça va s'améliorer, non, on va lui dire non, t'arrives pas parce que papa et maman déjà ils n'y arrivaient pas, donc c'est normal qu'ils n'y arrivent pas. Et parfois même, ce qui peut se produire, de ce que j'ai pu voir et entendre, c'est que l'enfant il va rentrer dans un conflit de loyauté et pour ne pas dépasser le père et la mère, il va se conforter dans cette idée qu'il n'y arrive pas. Et il ne va pas fournir les efforts pour y arriver. Donc ça c'était important. Et pour appuyer mon argumentation, c'est que j'ai pris la citation de Erika Jung qui dit que tout le monde a du talent. Ce qui est le plus rare est d'avoir le courage de développer ce talent. Et je pense à une citation dans Le Parfum de Patrick Swinskin. Le talent n'est presque rien et l'expérience est tout ce que l'on acquiert à force de modestie et de travail. Et dans cette même lignée, on a l'idée reçue qu'apprendre, c'est déjà savoir. C'est-à-dire que l'enfant, il n'a pas de blanc, donc s'il ne sait pas, c'est pas normal. C'est toute la démarche inverse qui bloque au contraire c'est l'enfant, parce que on va l'empêcher de poser des questions, parce que la question, c'est une question bête, il ne va pas oser la poser, et que c'est une honte de ne pas savoir. Et moi, je me rappelle que dans mes débuts, en tant qu'enseignante, quand je posais une question à mes élèves, j'étais hyper angoissée par le fait qu'ils ne savaient pas. Donc, je donnais des indices, limite, je donnais la réponse, parce que ça m'angoissait. Je leur laissais même pas le temps de la réflexion, du tâtonnement, parce que moi-même, j'avais cette angoisse qu'ils ne sachent pas répondre. Donc voilà, en fait, c'est vraiment ancré. Et donc, du coup, non, la réussite n'est pas héréditaire. Et non,
On sait ou on ne sait pas. Ça s'apprend, tout s'apprend. Ensuite, troisième point. Donc le quatrième point, c'est que le cerveau est multitâche. Alors là, c'est une croyance que je tiens à aborder particulièrement parce qu'elle me tient à cœur. C'est un peu devenu un fléau pour les enfants, mais pour aussi les adolescents. Et il faut le reconnaître aussi pour les adultes qui sont en apprentissage. On apprend toute sa vie. Vu qu'on est entouré dans un monde high-tech en permanence à 2000 à l'heure, on a tendance à penser que l'on peut faire plusieurs choses en même temps. Sauf que pour apprendre efficacement, comme je le dis souvent, c'est un objectif à la fois, une tâche à la fois. Quand je travaille, mon attention elle est posée sur une activité. Autrement, pour y revenir, le temps de la tâche sera doublé. Le temps de me remettre dedans, de relire. Et des fois, on se coupe, on se remet dedans. Si on a été interrompu, on ne sait même plus ce qu'on était en train de faire ou même l'idée qu'on était en train d'avancer. Donc, la multitâche, elle demande plus d'efforts que de traiter l'activité l'une après l'autre. Donc, les avantages aussi qu'on peut gagner à être sur du monotâche, c'est pas quelque chose de particulier, c'est ce qui correspond à notre cerveau. C'est-à-dire qu'au-delà de deux tâches, déjà le cerveau il déconnecte. Il va forcément léser une des deux tâches qu'il est en train d'accomplir. Alors si c'est travailler, forcément il va aller vers le plus plaisant. Écouter la musique, regarder la télé si en même temps il y a la télé qui est allumée. Donc voilà, concrètement, c'est apprendre aussi à l'apprenant, que ce soit l'enfant, l'adolescent ou l'adulte qui est en train d'apprendre, à développer la persévérance et le goût de l'effort, c'est-à-dire aller au bout de sa tâche et une fois la tâche terminée, passer à la suivante. Et donc pour finir cette vidéo, j'aimerais aborder le mythe de l'apprentissage concernant la mémoire. On a ou on n'a pas de mémoire et ça c'est pas vrai parce qu'on a tous une mémoire. On a tous le même cerveau à la naissance, ça c'est sûr, et sauf en cas de lésion avérée, mais on est tous avec le même cerveau. Et il faut savoir que la mémoire, c'est un processus qui dépend de plusieurs choses. Et on voit dans certains cas, sur plusieurs expériences, que la mémoire elle est sélective. Il y a des choses qu'on va plus retenir que d'autres, et ça prouve encore une fois que la mémoire, elle va dépendre de plusieurs facteurs, de la matière qu'on apprend, de l'affinité qu'on a pour cette matière, de la maturation, des différentes raisons qui nous poussent à apprendre. C'est-à-dire que si l'objectif qui est derrière le pourquoi il est important, c'est-à-dire j'ai un projet professionnel, j'ai envie de passer avec succès dans la classe d'après, j'ai envie d'avoir mon bac avec mention, mon brevet avec mention, si les raisons elles sont grandes, on va être encore plus imprégné dans la mémoire. Et la mémoire, elle se construit. Ensuite, il y a aussi le niveau de connaissance qu'on peut avoir avant, d'accord, qui va contribuer à ajouter des connaissances sur la connaissance et qui va appuyer la mémoire. Et il y a aussi l'état physique, émotionnel qu'on peut avoir au moment où on apprend. C'est pour ça que dans la mémoire, il y a plusieurs points que moi j'associe à la mémoire visuelle, auditive, et tout ça, c'est un ensemble. Je prends souvent la comparaison de la vie par rapport à la mémoire, c'est que la vie c'est un tout. Quand on est épanoui, pour que ça marche, c'est une harmonie entre le spirituel, le professionnel, le personnel, le social, le familial. La mémoire c'est aussi un tout. Ça à prendre dans sa globalité. Alors les gens qui me disent « Ah non mais il n'a pas de mémoire, mon enfant n'a pas de mémoire, il n'arrive pas à retenir », c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc voilà pour cette 9e vidéo sur les mythes de l'apprentissage. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.